Chers collègues, camarades, je vous remercie. Je vous connais personnellement et j'ai toujours eu plaisir à discuter avec vous parce que vous êtes très courtois, pétri de beaucoup de valeurs. Et je le taquinais tout à l'heure en disant que les sociologues que nous avons à la fac, vraiment, sont de grandes valeurs. Merci pour l'amitié. À travers lui, je fais un clin d'œil à mon cher ami Bodian. Bodian, nous avons fait l'amical ensemble, le syndicalisme à l'université. Et ils sont des gens très corrects. En tout cas, je les donne comme référence. Imam Kébé, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être à vos côtés. Et c'est pas toujours... on n'a pas toujours cette chance-là. Merci pour la référence que vous êtes dans notre pays. Et nous espérons compter sur des gens de valeur comme vous. Je salue cette belle assemblée, plus particulièrement les dames. Voilà, les dames. Parce que quand une société néglige les dames, cette société n'ira pas loin. Et pour recentrer, pour remettre le Sénégal sur les rails, il nous faut redonner aux dames leur place. Et vous êtes à votre place. Merci. Je salue nos collègues qui sont devant. Nous présentons vraiment nos sincères salutations. Nous saluons aussi les jeunes que je vois sont venus très nombreux, parce que le Sénégal fera avec cette jeunesse. Les jeunes ne sont pas seulement le lendemain, le futur du Sénégal, mais c'est l'aujourd'hui déjà. Donc, tenez ce rang et participez à ce type de rencontres, vous prépare à affronter d'autres défis. Le thème du panel qui nous réunit ce matin vient à son heure. Et ce thème est d'une brûlante actualité. Il est posé à un moment où notre pays est à la croisée des chemins. Et à un moment où notre pays fait face à des défis qui portent sur des questions d'ordre essentiel et existentiel. Donc les mots ne sont pas de trop. Ce sont des questions de fond qui portent sur l'essence même de notre être et sur l'existence. Sur de nombreuses questions sensibles, le Sénégal est donc à la croisée des chemins. Le débat sur la laïcité naît naturellement du désir profond des Sénégalais, de l'homo sénégalensis, de repenser son identité. Parce qu'il faut repenser l'identité afin de promouvoir le vivre ensemble. Je ne dirais pas seulement le vivre ensemble, mais un meilleur vivre ensemble, parce que déjà nous vivons ensemble. Au Sénégal, en tout cas, quand tu voyages, les gens sont impressionnés, ils vous disent, mais un pays qui fait plus de 90% de musulmans avec des catholiques, et il y a la paix, donc c'est vraiment un exemple. Donc pour promouvoir un meilleur vivre ensemble. Dans ces perspectives, inutile de rappeler que ce défi est noble, mais ô combien risqué. Ce défi de bâtir et de repenser notre identité. Noble parce que le Sénégal a toujours été un pays de consensus, un pays de dialogue, sur la base des valeurs héritées de nos respectables, de nos vénérables aïeuls, qui avaient très vite compris que la différence offrait une opportunité remarquable pour s'enrichir et grandir en humanité. Celui qui a peur de la différence s'appauvrit. Parce que c'est en allant vers celui qui est différent qu'on apprend. Parce que quand on n'est pas différent, on n'a pas raison d'être à deux. Donc je disais que ce défi était noble. Ce défi était aussi risqué. Risqué pourquoi? Parce qu'un peu partout dans le monde, les identités communautaires sont en train de se renforcer au détriment d'un idéal commun. Je ne sais pas si vous suivez mon regard, mais partout, chacun cherche à renforcer sa position. Dans un tel bouillonnement, le Sénégal n'est pas à part. Le Sénégal n'est pas épargné. Chaque communauté cherche à s'affirmer et à défendre ses intérêts. Quoi de plus normal, me direz-vous?
c'est normal de défendre ses intérêts. Dans un tel contexte, le risque peut être nourri par l'absence d'un référentiel objectif capable de proposer une approche 360 degrés. Donc, ça dit, en tenant compte de tous les éléments qui entrent en jeu. Donc, l'absence d'un référentiel objectif capable de proposer une approche 360 degrés parce que tenant en compte toutes les composantes de la nation. C'est pourquoi je voudrais féliciter l'initiative de votre consortium qui invite les acteurs à engager sereinement une réflexion sur la laïcité dans la société sénégalaise. Parce que ce sont des questions qu'il faudra prendre avec beaucoup de sérénité et d'objectivité. Je voudrais, si vous le permettez, parler un peu de la laïcité dans sa perspective historique. Mais avant, rappeler quelques éléments conceptuels. Donc quand on parle de laïcité, on peut extraire le mot laïque, qui vient du latin laicus. Laicus, et la forme grecque, c'est laïkos. Quand vous voyez un mot terminé par us, sachez que c'est latin. Quand c'est os, sachez que c'est grec. Et en termes de préséance, c'est le mot grec qui a été utilisé parce que les Grecs ont tendu le témoin aux Latins qui ont poursuivi le chemin. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce terme parle de peuple, c'est le peuple, ce qui n'est pas religieux. Quand on parle de la laïcité, le dictionnaire de l'Académie française donne cette définition. La laïcité recouvre un caractère de neutralité religieuse, d'indépendance à l'égard de toute confession. Pour le Larousse, on dit que la laïcité est une conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif. Donc à la base, déjà en 1905, c'est la loi de 1905 qui établit cette séparation. Donc l'Église était au cœur même du dispositif. Donc ça signifie que laïcité ne rime pas avec Église. La laïcité même a desservi l'Église, a fait reculer l'Église, les avantages. C'est pourquoi dans la perception, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame, dire que tout ce qui est laïque, quand on parle de laïcité, c'est l'Église. En France, en tout cas, ils l'ont appris à leur dépens. L'Église a reculé. Il y a beaucoup de privilèges qui ont été perdus, sauf dans des endroits qui étaient sous concordat. Quand on est en Alsace-Lorraine, dans ces églises-là, ils ont gardé encore quelques avantages. Donc ça, c'était un rappel important à faire pour nous montrer que laïcité et église, sous d'autres cieux, c'est vraiment la nuit et le jour. Il faudrait aussi qu'au Sénégal, qu'on le perçoive comme tel, parce que sinon des amalgames peuvent être vite opérés. Donc en ce qui concerne le Sénégal, ce serait bien du point de vue historique de rappeler que tout part de nos indépendances. Et je me permets ici de citer un compatriote, Jules Pascal Colly, une conférence sur la laïcité tenue à Toulouse. Il dit, quand en 1960, le Sénégal a accédé à sa souveraineté nationale, ses dirigeants d'alors, en l'occurrence le président Senghor, son gouvernement, ainsi que son Assemblée nationale, avaient pensé plus judicieux d'opter pour la laïcité de sa République. Ils étaient peut-être guidés par l'expérience française relative à l'immixtion de la religion sur la gestion étatique. Ils étaient aussi peut-être encouragés par la coexistence pacifique entre les communautés elles-mêmes, d'une part, et entre ces dernières et les gouvernants d'avant indépendance, d'autre part. Peu importe là où les véritables raisons, le contenu et la compréhension de la laïcité au Sénégal ne devraient et ne pouvaient ressembler à ceux du pays colonisateur, en l'occurrence la France. Le président Senghor tenait beaucoup à la cohésion sociale et à la consolidation de l'unité nationale.
Et selon ses réflexions, ce n'est sûrement pas en s'opposant aux religions et à leurs dirigeants qu'il peut obtenir ces bienfaits pour le Sénégal. Et on se souvient que le président Senghor était très proche de Touba. Pourtant, il était un fervent catholique. Et à un moment, il avait quelques différends avec l'archevêque de Dakar. Alors qu'à Touba, tout se passait très bien. Pour dire que cette notion de laïcité ne remet pas en cause la complicité de l'Église. Et ce n'est, je continue, et ce n'est non plus en privilégiant une ethnie par rapport aux autres qu'il réussira la pacification du pays. Aussi, dès la première constitution de 1960, l'article 1er, après avoir stipulé que la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Donc, cela pour évoquer le respect de toutes les croyances. La Constitution de 1963 abondera également dans la même direction, tout comme celle de 2001 et de 2016. Je vais parler maintenant des rapports qu'entretiennent le temporel et le spirituel au Sénégal. Donc, quel type de rapport? Le Sénégal est un modèle unique, du moins rare, dans le monde. Si l'on se fonde sur la définition et la déclinaison des rapports entre le temporel et le spirituel. C'est un modèle rare. Vous allez un peu partout dans le monde, quand on parle du Sénégal, les gens sont admiratifs. Comment est-ce possible d'avoir cette symbiose? Donc, depuis l'indépendance, tous les présidents, de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, donc tous les présidents ont entretenu, chacun à sa manière, des relations généralement tissées de cordialité avec le pouvoir spirituel. L'action de l'État et son intervention remarquable à des moments décisifs de la vie des communautés religieuses en est une preuve irréfutable. Gilles Pascal, que je recite, l'exprime en ces termes: non seulement il ne veut gêner aucun croyant dans son culte religieux, il ne veut fâcher aucune croyance, mais aussi et surtout, il cherche à couvrir les guides religieux de largesse. Ça peut être des cadeaux, de voitures, de grosses enveloppes financières. Certaines personnalités religieuses bénéficient de salaires. Il y a des allocutions financières et soutien logistique lors des événements religieux, comme les gamous, les magal, les pèlerinages de Poponguine. Il y a des billets d'avion pour le pèlerinage aux lieux saints de l'islam et de la chrétienté, etc., etc. Donc l'action de l'État en direction des communautés religieuses se traduit à tous les niveaux de sa représentation. Et régulièrement, des CRD, des comités régionaux de développement ou des CLD sont organisés, sont tenus, à l'effet de prendre en charge les besoins liés à certaines organisations. Et un exemple de fraîche date, c'est qu'à Ziguinchor, il y a 2 semaines, s'est tenu un CRD pour préparer le sacre de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Et c'est le lieu de saluer l'action du gouvernement qui a soutenu vraiment à tout point de vue. Donc pour dire que globalement, les rapports entre le temporel et le religieux sont enviables en tout cas. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars 2024, semble vouloir consolider cette dynamique. Et je veux pour cela citer deux actions. La première action, c'est la création d'une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe. Cela montre un engagement. La deuxième action, c'est la prise en compte et le positionnement des daras dans le système éducatif. Je pense que c'est important parce que les daras représentent, c'est une problématique sociologique, démographique. Il faudrait prendre en charge cette jeunesse qui fait partie du Sénégal.
Donc, ces deux actions me semblent montrer une certaine disponibilité à travailler pour repenser la relation ou bien continuer à consolider les relations entre l'État et les religieux. Quelles sont les formes d'appropriation de la laïcité au Sénégal? La laïcité de l'État du Sénégal est donc à entendre comme la bonne entente entre l'État et les religions, entre l'État et les hommes religieux, sans toutefois que ces derniers ne s'occupent de la gestion des affaires publiques. Elle est à comprendre également dans le sens que l'État n'a pas de religion. L'État n'a pas de religion, même si 90% de la population est musulmane et que la tolérance est une règle à vivre pour une cohabitation pacifique des religions entre elles, mais aussi des ethnies entre elles. Donc, je pense que ce sont des éléments extrêmement importants qu'il faut prendre en compte. Y a-t-il des problèmes liés à la laïcité de l'État au Sénégal? Dans la pratique, il n'est pas difficile de répertorier quelques problèmes liés à la laïcité. On note parfois la forte propension de nos dirigeants à prêter allégeance à certains guides religieux. Ça se note. Et nous avons en souvenir le réquisitoire du professeur de philosophie Ousseynou Kane de l'UCAD, intitulé La République couchée. Quand il y a quelques années, Abdoulaye Wade était parti à Touba et il s'était mis à genoux. On avait pensé que c'était toute la République qu'on mettait à genoux. Donc c'est une forme d'allégeance qui peut mettre en mal notre type de laïcité. Et certainement aujourd'hui encore, il y a d'autres formes d'allégeance, peut-être plus déguisées. Et il faudrait les dénoncer pour vraiment que l'État garde sa posture à équidistance des autres de toutes les religions. L'autre problème, c'est qu'il y a quelque temps, Cheikh Oumar Diagne avait annoncé sa volonté de diriger une mosquée à la présidence de la République. Et en ce temps-là, même beaucoup de musulmans avaient dit que non, on ne peut pas, dans un espace aussi républicain et qui appartient à tout le monde, créer une mosquée. Sinon, un président chrétien qui arrive, il va mettre une église, l'autre qui est du bois sacré. Après, ça va dans tout. Alors qu'il y a des espaces de souveraineté qui devraient appartenir à tout le monde. Je pense que voilà un point qui peut mettre en danger la notion de la laïcité. Un autre élément, c'est concernant la direction des affaires religieuses. C'est une bonne chose. Mais ce que nous notons, c'est qu'elle n'est pas pour le moment ouverte à certaines communautés religieuses, notamment l'Église catholique. Nous n'avons pas encore été contactés. Bien entendu, le directeur a rencontré l'archevêque, mais dans le staff, il n'y a pas la représentation de l'Église catholique. Alors qu'il me semble que le premier pas devait être la constitution d'une équipe qui fédérerait vraiment toutes les autres religions, parce qu'on parle de direction des affaires religieuses. Ce premier pas posé, on pourrait après dégager la procédure, parce qu'aujourd'hui, on va vers la votation du budget au niveau de l'Assemblée nationale. Il faudrait que cette direction-là vote aussi le budget. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Donc pour moi, c'est une difficulté qu'il faudra très vite régler. L'autre élément qui a suscité le débat, c'est la récente question du voile. On en a parlé, parfois avec beaucoup de confusion, parce qu'au Sénégal, nous avons beaucoup d'experts. Nous parlons de tout. Si c'est le football, chacun est entraîneur. Si c'est la religion, tout le monde parle. Si c'est l'économie, tout le monde parle. Donc on en a parlé et parfois il y a des confusions. Et cette question telle que posée, vraiment a poussé l'Église catholique à se sentir attaquée dans sa liberté que lui confère la Constitution. Telle que posée, j'ai dit.
Voilà, parce que la manière de poser les questions peut ouvrir des brèches. En effet, les articles 22 alinéa 3 sur l'éducation religieuse ainsi que l'article 24 sur les religions et communautés religieuses consacrent la liberté sans entrave des institutions religieuses d'adopter le système éducatif de leur choix sans préjudice de l'ordre public. Aujourd'hui, une école musulmane se dit, ben, ceux qui viennent chez moi sont obligés de se mettre en voile. C'est leur autonomie, c'est leur liberté. Un catholique qui veut aller dans ces écoles-là doit se mettre dans ces conditions-là, sinon il est hors la loi. Il est hors la loi. Moi, je pense qu'il faudrait, pour cette question, ouvrir les débats, en discuter. Parce qu'au Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le consensus. On peut discuter de tout. Parce que le glissement est vite fait, hein, de passer du plan éducatif au plan religieux, alors que ce sont deux choses à séparer. Comment comprendre les accusations réelles ou fantasmées d'atteinte et de remise en cause de la laïcité? Donc la préparation du référendum de 2001 sous le magistère du président Abdoulaye Wade avait suscité un lever de bouclier sur certaines velléités d'enlever de la Constitution la notion de laïcité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le débat. Il y avait voilà, et finalement, le point a été maintenu. Jusqu'à quand? Donc aujourd'hui encore, certains actes posés et certaines voix qui se rendent audibles interpellent notre vigilance collective. Parce que la laïcité telle que vécue au Sénégal est un patrimoine qu'il faut sauvegarder. Un patrimoine qu'il va falloir sauvegarder. Donc j'ai donné ici quelques éléments qui pourront alimenter le débat. Et pour conclure, je voudrais juste dire que la laïcité a contribué à assurer et à garantir la stabilité de notre pays. Notre modèle n'est pas parfait, mais au moins il présente un avantage. C'est qu'autour de la discussion, autour d'un consensus basé sur la compréhension et la tolérance, on apprend à vivre ensemble, malgré nos différences. Et c'est effectivement cette approche qu'il faudra sauvegarder. Pour moi, ce n'est pas la notion de laïcité en tant que telle, mais c'est le contenu que nous voulons mettre dans la laïcité. Si on change un autre mot et que la réalité sur le terrain ne change pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le contenu, et le contenu devra être innervé, devra provenir de nos valeurs qui sont là depuis et même avant nos religions révélées. Parce que les religions révélées ont été accueillies par la religion traditionnelle. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure, mais cette religion traditionnelle a quelque chose à nous apprendre. Notamment dans le domaine de la prise en charge de l'environnement. Aujourd'hui, quand vous allez dans le bois sacré, on vous dit qu'il ne faut pas couper cette forêt. Ça signifie que l'homme fait bloc. Il y a une symbiose entre la nature et l'homme. Comment transposer ces valeurs pour que la prise en charge de l'environnement, on sort de la COP29 à Azerbaïdjan, mais on voit que même les pays ne s'entendent pas. Comment cette religion traditionnelle qui parfois est reléguée au second plan, comment cette religion traditionnelle peut nous transmettre des valeurs utiles pour un meilleur vivre ensemble? Et pour cela, je pense qu'il faut promouvoir des espaces de dialogue, comme Imam Kébé l'a dit, pour sauvegarder le vivre ensemble. Il faut les promouvoir. Et je salue vraiment cette initiative de Karim qui va dans ce sens. Une autre initiative, je termine par là, c'est que depuis le 8 juin dernier, il y a la création au Sénégal de ce qu'on appelle le Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix. Donc le Sénégal est devenu le 33e pays en Afrique à avoir ce Conseil interreligieux, dont le siège se trouve à Nairobi. Au niveau mondial, le siège se trouve à New York, et il y a plusieurs pays, les religions pour la paix, qui travaillent dans ce sens-là. Et
Ce qui est voulu, c'est qu'au Sénégal, que toutes les religions se mettent ensemble, que toutes les sensibilités religieuses se mettent ensemble pour discuter. Ne pas attendre qu'il y ait du feu pour l'éteindre, mais travailler à créer de la valeur, travailler à anticiper, à faire des propositions pour que notre Sénégal profite de ce trésor qu'est la religion. Et les religions peuvent beaucoup apporter et ont beaucoup apporté au Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention.